Ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvés tous les trois. Ouais, notre dernière mission ensemble remonte à ces satanés zombies. Ah, m'en parle pas. J'en garde un très mauvais souvenir. Au moins t'as pu te reposer un peu. Je peux te dire que je reviens d'Italie. La section là-haut est débordée, c'est l'enfer. C'est ce qu'on m'a dit. Mais ici aussi, c'était pas de tout repos. Quand même, cette histoire est folle. Qui aurait imaginé tout ça sur le passé de l'Arlequin? Le fait que ce soit un ancien collègue, ça me perturbe beaucoup trop. Il y a beaucoup trop de détails perturbants concernant l'Arlequin. Et l'agent Smith qui est lié à tout ça. Je commence à croire qu'on ne verra jamais le bout de tout ça. Plus on en apprend, plus on plonge dans un gouffre de révélations sur le bureau. Mais au fond, ça me plaît. Je veux découvrir tous les secrets cachés par l'organisation. L'Arlequin va être la clé de nombreux mystères. Mais ce voyage signe sa fin. Il était temps. T'es pas d'accord avec moi, Edward? C'est que... il ne faut pas oublier à qui on a affaire. On parle d'un type qui a fait partie de la brigade TCN, traquant et neutralisant de nombreuses entités très dangereuses. Il a survécu au Jester et il a réussi à passer sous les radars du bureau pendant de nombreuses années en se faisant passer pour mort. Sans compter qu'il a été jusqu'à infecter tout un site militaire avec un virus juste pour attirer notre attention. C'est quelqu'un qu'il ne faut surtout pas sous-estimer. Tu n'as pas tort. Soyons toujours sur nos gardes avec ce type. N'empêche, j'ai hâte que l'on arrête. Que je puisse prendre un peu de repos. Bah alors Moriel, à peine revenu, déjà fatigué. Juste un jour ou deux, c'est tout ce que je demande. C'est vrai qu'au bureau, contrairement aux entreprises basiques, on n'a pas le droit aux 5 semaines de congés payés ni au week-end. Que voulez-vous? Les entités ne prennent pas de vacances, mais vous pouvez profiter de ce trajet en avion pour vous reposer. C'est quand même pratique, ces avions du bureau. Ouais, je suis d'accord. Ça nous permet d'aller et venir dans les pays en toute discrétion. Ça va, Ritar? T'as l'air d'être tracassé par quelque chose. Ah, c'est rien. Un ancien dossier qui me revient en mémoire. On a tout notre temps. Raconte-nous. Non, je veux pas vous embêter avec ça. Ritar, on est tous agents au bureau de l'étrange depuis plusieurs années. On baigne dans les histoires obscures depuis tellement de temps. C'est pas une de plus qui va nous déranger. Comme vous voulez. Eh bien, ces avions, c'est un mode de transport assez pratique. Mais voler à une telle hauteur peut attirer certaines entités. J'ai pris un vol une fois pour l'Inde, pour un dossier sur lequel je travaillais. C'était l'époque où le bureau n'avait pas les moyens d'avoir leur propre jet. Dans l'avion, j'ai fait la connaissance d'une famille de vacanciers. Il y avait les parents, le grand-père et 2 enfants, un garçon et une fille. On a beaucoup discuté tous ensemble pendant le trajet et on a même joué à des jeux de cartes. C'était assez agréable. On avait presque oublié pourquoi j'étais parti. À un moment, je suis allé aux toilettes. Et quand je suis sorti, l'ambiance était différente. Il n'y avait plus aucun son. Seul le bruit blanc lourd résonnait à l'intérieur de l'habitacle. Je me suis dirigé vers ma place et à travers les hublots en verre sur les côtés, j'ai vu qu'on ne distinguait plus le ciel ou les nuages. Seul du noir. Comme si la nuit était tombée d'un coup. Je sais qu'un avion va vite et que suivant les endroits de la planète, il peut faire nuit, mais ce n'était pas ça. J'ai regardé les passagers. Plus personne ne parlait. Ils étaient tous comme fichés, mais dans une position neutre, regardant droit devant eux. Puis, en regagnant mon siège, j'ai vu la famille de vacanciers. Ils étaient pareils que les autres passagers. J'ai essayé de les interpeller, mais rien. Personne ne réagissait. Au bout de plusieurs essais, je me suis dirigé vers l'avant de l'avion pour voir si les membres de l'équipage étaient dans le même état. Ils l'étaient. Et puis, soudainement, l'un des passagers s'est mis à crier. Je me suis précipité vers lui pour voir. Du sang coulait le long de son visage. Ses yeux. Ça venait de ses yeux. Et puis un autre, et encore un autre, jusqu'à ce que toutes les personnes présentes à bord fassent la même chose. J'ai pris mon téléphone pour appeler des agents, mais il n'y avait pas de réseau à cause de la hauteur. Je pensais à l'empoisonnement par un agent chimique qui aurait été dispersé dans l'habitacle, mais dans ce cas-là, j'aurais dû moi aussi être touché. J'ai essayé de stopper le saignement de quelques passagers, sans succès. Ils se sont tous levés d'un coup, ce qui m'a assez surpris, et j'ai dû reculer. Puis, ils ont avancé vers moi. Je n'avais aucune idée de ce qu'ils me voulaient. Mais au milieu de tous ces gens, j'ai cru voir une silhouette au fond. La silhouette d'un homme avec une tête énorme et des yeux larges qui semblaient pleurer du sang lui aussi. J'ai pris mon arme pour les dissuader de m'approcher, mais aucun d'eux n'a bronché. Le sol commençait à être maculé du sang de tout. J'ai essayé de les fuir et je me suis retrouvé bloqué contre la porte de l'avion. En me retournant, j'ai vu la famille de vacanciers me regarder. Puis, les cris ont cessé. Ils ont tendu leurs mains vers moi et ils se sont tous mis à sourire de toutes leurs dents. Le garçon de la famille s'est avancé à prononcer une phrase dont je ne pourrai jamais oublier la froideur. Il a dit « Viens pleurer avec nous ».
Mon sang s'est glacé et j'ai dû réfléchir rapidement. J'ai attrapé un parachute de sauvetage individuel qui était rangé près de la porte, je me suis tourné et j'ai forcé l'ouverture. Le vent s'est infiltré à l'intérieur de l'avion, mais pour autant, tout était noir à l'extérieur. Je me suis retourné une dernière fois et j'ai vu la main du garçon m'effleurer avant que je ne tombe en arrière. Ce contact a provoqué quelque chose chez moi. Pendant la chute, j'ai eu des flashs de moments tristement douloureux de ma vie. J'ai senti des larmes qui voulaient s'écouler de mes yeux. J'ai tout de même réussi à garder conscience et à activer mon parachute au bout de quelques dizaines de secondes. Je me suis senti stoppé dans les airs. Puis, j'ai perdu connaissance. À mon réveil, j'étais dans un lit d'une base du bureau situé près de l'Inde. Les appels de détresse que j'avais passés dans l'avion avaient réussi à être transmis une fois que je l'avais quitté, et on m'a retrouvé dans un champ grâce à ça. Heureusement pour moi qu'il était là pour amortir ma chute. J'ai fait un rapport avec les informations dont je me souvenais. L'avion en question n'a jamais atterri en Inde. Il a tout simplement disparu. Les bases aériennes ont perdu son signal au moment où j'étais aux toilettes. Donc, quelque chose s'est produit à ce moment. Quoi ? Je n'en ai aucune idée. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y avait quelque chose dans cet avion. Une chose qui se l'est accaparée, lui et ses passagers. Un être d'une autre dimension ? Une entité ? Un alien ? Je n'ai jamais trouvé la réponse. C'est un dossier qui est et qui restera non élucidé. Mais je ne pourrai jamais oublier ses regards, ses cris, et encore moins le visage de cet enfant avant mon saut et les visions qui ont suivi. Puis, à chaque fois que je monte dans un avion, j'y repense. Je me demande si un jour j'aurai la réponse. Je comprends mieux. Et t'as gardé tout ça pour toi depuis tout ce temps ? Tu connais la politique de la maison. Aucune fuite, même pas des psychologues. Tu peux venir nous parler quand tu veux, tu le sais. On est tous dans le même bateau sur ce point. Ne garde pas tout pour toi. Je suis comme ça, tu pourras pas me changer. Parfois, j'essaye de parler à moi-même. Je me dis que c'est peut-être thérapeutique. Je pense pas, on a besoin d'être écouté. À la limite, tu pourrais t'enregistrer sur un dictaphone, mais bon, je pense pas que ce soit la solution, n'est-ce pas Edward ? C'est une solution. Mais Ritar, je suis désolé que tu sois passé par là. Et on est là pour toi au besoin. Un dossier non élucidé qui nous touche personnellement, c'est jamais facile à vivre. Et je pense qu'on sait tous de quoi on parle ici. Ouais, c'est pas faux. Mais j'ai du mal à me sortir cette histoire de la tête, même après plusieurs années. Je suis d'accord avec Edward. On a tous des casseroles qu'on traîne. C'est un peu ça qui fait nous des agents du bureau de l'étrange, non ? D'ailleurs, en disant ça, j'ai aussi quelque chose à vous raconter. Quelque chose que je ne pourrai jamais oublier. À l'époque, je venais de rejoindre le bureau, et j'étais encore qu'un stagiaire, sous la supervision de l'agent Chauvel. Un brave type, cet homme. On est parti en mission sur un cas de phénomène étrange, dans une maison. Normalement, ça ne devrait pas être très dangereux, sinon il aurait pris ses collègues avec lui et m'aurait laissé au bureau. En arrivant sur place, il y avait 2 policiers qui travaillaient secrètement pour l'organisation. Ils avaient été prévenus suite à un promeneur qui avait entendu des cris dans la maison. On était en pleine forêt, excentré de tout, et cette maison était censée être abandonnée. Au départ, ils n'avaient pas prévu de nous appeler. Mais en arrivant sur les lieux, quelque chose d'étrange s'est passé. Le bruit du vent et des oiseaux ont cessé, laissant la place à un lourd silence. L'ambiance était pesante, comme si quelque chose d'étouffant planait au-dessus d'eux. Et en jetant un œil à la maison, ils ont vu une silhouette se déplacer rapidement à l'intérieur. Alors, ils ont fait appel à l'agent Chauvel. Je comprenais parfaitement, car depuis qu'on était arrivé, je ressentais cette ambiance étouffante. On est alors entrés tous les 4 dans la maison, qui était assez abîmée par le temps. Dès qu'on a franchi la porte, on a pu voir que l'intérieur était dans un état assez déplorable, avec de la moisissure et des meubles cassés. Le couloir menait à un escalier, un étage supérieur et la cave. On s'est alors divisé en 2 groupes. Les policiers ensemble à la cave et Chauvel et moi à l'étage. En montant, l'odeur est devenue nauséabonde. De la substance verte foncée était présente sur les murs et le sol. On a fouillé tout l'étage sans rien trouver.
Chauvel m'a demandé de récupérer un échantillon de la substance dans un tube pour le faire analyser plus tard par le laboratoire. Après ça, on est redescendu pour rejoindre les policiers au sous-sol. À ce niveau-là, c'était tout le sol entier qui était recouvert de la substance. Il faisait assez sombre. Heureusement, on avait nos lampes torches. En avançant, nos pieds collés à la matière verte. On ne voyait pas les policiers. Et puis, dans le halo lumineux de ma lampe, j'en ai aperçu un. Il était comme momifié, recouvert de la substance verte qui l'empêchait de se décoller du mur. L'homme produisait un souffle d'agonie. Je me suis tourné vers Chauvel pour le prévenir, mais j'ai constaté à sa tête qu'il venait de tomber sur l'autre policier, dans le même état. Et puis un bruit, vers le fond de la cave, dont on ne distinguait pas la profondeur. On a braqué nos lampes dans la direction du son, et on a vu une silhouette de la même couleur que la substance. On aurait dit une créature qui fondait. En l'éclairant, elle a poussé un cri inhumain avant de se diviser en deux et de se projeter sur les murs. L'agent Chauvel m'a dit de courir et on s'est rué vers l'escalier. On était sur le point de remonter lorsque quelque chose m'a attrapé la cheville. Le contact de cette chose m'a brûlé instantanément. Je suis tombé et j'ai vu Chauvel courir devant moi pour remonter. Il m'a lancé un regard désolé avant de continuer son chemin. Je sentais une substance grimper le long de ma jambe. Ça me brûlait, petit à petit. Et puis, ça a pris sa forme humanoïde. Une masse verte foncée, comme une sorte de slime vivant. Un peu comme le Blob. Vous savez, ce film d'horreur des années 80. Même s'il y en a eu un autre 30 ans auparavant. Enfin, je pensais que mon heure était arrivée. Et puis, une voix s'est fait entendre. La créature a tourné ce qui lui servait de tête vers l'endroit d'où elle provenait. Et j'ai vu un jet de flamme. C'était Chauvel. Il tenait dans sa main son briquet habituel et un aérosol qu'il avait trouvé dans la maison. Les flammes ont repoussé la créature et il m'a ordonné de me relever et d'y aller. Les brûlures sur ma jambe me faisaient trop mal, alors il m'a aidé à me relever. En essayant de remonter, il a dû arrêter pendant un instant de propulser des flammes, le temps qu'on arrive au rez-de-chaussée. Il restait le couloir à traverser pour sortir de la maison. On a couru. Enfin, moi, c'était du mieux que je pouvais. Il utilisait son lance-flamme fait maison pour forcer la créature à ne pas nous suivre. J'ai continué. Encore et encore. Puis, je suis sorti. Je me suis écroulé sur l'herbe de la forêt. En me retournant, j'ai vu que Chauvel était encore à l'intérieur, en train de repousser la créature. Et puis, les flammes se sont dissipées. Chauvel n'avait plus de gaz dans son briquet. Il s'est retourné pour traverser les quelques mètres du couloir qu'il restait. Mais, à ce moment-là, la créature s'est divisée pour grimper sur les murs et le plafond. Et il poursuivit Chauvel comme ça, sur les surfaces du couloir. Il est arrivé à le dépasser. Et un voile vert foncé s'est dressé devant mon superviseur. J'ai juste eu le temps de voir son regard et son air contrarié avant que la substance de la créature ne le recouvre entièrement. Je voulais l'aider, mais je n'avais rien pour. J'ai rejoint notre voiture et j'ai appelé du renfort. La brigade d'intervention est arrivée. Je leur ai expliqué. Ils se sont équipés de lance-flammes avant de s'engouffrer dans la maison. Ils sont ressortis avec des corps sur des brancards, dissimulés sous des bâches. Il y en avait 5. Les 2 policiers,
2 civils qui avaient dû pénétrer à l'intérieur de la maison un peu plus tôt, et l'agent Chauvel. Tous morts, étouffés et brûlés par la substance de la créature. Tant qu'à elle, elle a réussi à s'échapper en passant par une vieille canalisation située au sous-sol, rejoignant les égouts. Par la suite, on a analysé les échantillons qu'on avait. On n'a pas réussi à remonter aux origines de la substance, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle est corrosive pour la peau, même si, à première vue, on aurait dit du slime. Après ça, j'ai été mis sous la supervision d'un autre agent, et quelques temps plus tard, je suis passé agent à mon tour. L'agent Chauvel m'a sauvé la vie, et je ne pourrai jamais l'oublier, aussi bien mentalement que physiquement. J'ai toujours la cicatrice de la brûlure sur ma jambe. J'en ai jamais parlé à personne, mais en dehors des dossiers qu'on me confie, j'essaye d'enquêter sur cette créature pour rendre hommage à Chauvel. Je dois la retrouver et faire en sorte qu'elle ne fasse plus de mal à quiconque. Mais pour l'instant, nous n'avons aucune nouvelle piste. Il n'y a pas eu de signalement depuis ce jour. J'étais pas au courant que tes débuts au bureau s'étaient passés comme ça. Ah oui, quand même. Je comprends mieux pourquoi tu veux souvent avoir des jours de repos. Tu profites de ton temps libre pour enquêter. Oui, mais c'est difficile de retrouver une créature comme celle-ci. Pour les supérieurs, c'est loin d'être une priorité avec tous les dossiers récents à traiter. Tu sais quoi? Dès qu'on mettra la main sur l'Arlequin, on te filera un coup de main. Même si Cooper est contre, il ne pourra pas nous en empêcher. Cooper est du genre à mettre le ressenti personnel de côté pour privilégier le travail, mais il ne faut surtout pas le négliger. Alors ce sera avec plaisir qu'on t'aidera pour ce dossier. Merci, les gars. Avec votre aide, c'est possible qu'on trouve de nouvelles pistes. Je suis trop sentimental. Qu'est-ce qui se passe là? T'inquiète pas, ça arrive à tout le monde ça. Et toi, Edward? Tiens, raconte-nous quelque chose aussi. Et qu'est-ce que tu veux que je raconte? La raison pour laquelle t'as rejoint le bureau, par exemple? Eh ben, on peut dire que tu sais mettre les pieds dans le plat, toi. Désolé, mais je ne suis pas sûr de vouloir parler de ça. Et si j'en parle, vous allez sûrement vouloir m'aider. Mais c'est quelque chose que j'ai besoin de régler seul. Je comprends parfaitement. Il n'y a pas de mal à ça. Ne t'en fais pas. Mais je voudrais pas que vous ayez l'impression que je vous fais pas confiance alors. Je vais vous parler d'une autre chose. Un dossier qui m'a marqué. Pourquoi? Parce que c'était le premier criminel que j'ai arrêté. L'affaire s'est produite dans un quartier résidentiel. Je venais de finir mon stage et j'ai été nommé agent. Pas de partenaire sur ce coup-ci, à part quelques policiers en lien avec le bureau. Une série de meurtres avait été commis et on craignait qu'elle continue. 3 corps ont été retrouvés en l'espace de 3 semaines. À chaque fois, le même mode opératoire. La victime avait reçu de nombreux coups de couteau dans l'abdomen et le plexus. Après ça, il la positionne toujours adossée à quelque chose. Un mur, une chaise, un meuble. On s'est demandé ce que tout ça signifiait vraiment. Il n'y avait pas de sens précis à tout cela. Au cours de mon enquête, j'ai interrogé chaque habitant du quartier en question. Parmi eux, certains se sont montrés très coopératifs, tandis que d'autres paraissaient méfiants, même envers les forces de l'ordre. Les meurtres ont continué sans qu'on puisse arrêter le coupable. Les habitants les plus coopératifs m'ont prêté leur aide. Parmi eux, il y avait des retraités, des femmes, des hommes et un adolescent de 17 ans, Bobby Lotless. Je ne pourrai jamais oublier son nom. Il s'intéressait beaucoup à l'affaire. En même temps, ce n'était pas étonnant, l'une des victimes était son oncle. De mon côté, je n'arrivais pas à avancer sur l'enquête. Il n'y avait aucun lien direct entre les victimes, hormis leur quartier d'habitation, et aucune des personnes interrogées n'était considérée comme potentiel suspect. On manquait d'effectifs à l'époque, alors on ne pouvait pas observer tout le monde constamment. Néanmoins, l'association du quartier avait installé des caméras dans le but de faire respecter les règles. Et il se trouve que l'un des habitants commençait à se comporter de manière assez étrange. On le voyait faire des allers-retours un peu partout. Il tournait autour des maisons semblant chercher quelque chose, ou quelqu'un, comme une personne à tuer par exemple. J'ai pris 2 agents de police avec moi, et on l'a suivi. À la tombée de la nuit, il est entré par la porte arrière d'une des maisons. En entrant, j'ai pu voir les cadres photos dans le salon. C'était la maison de la famille de Bobby. J'ai foncé à l'étage, et en ouvrant la porte de la chambre, j'ai découvert une flaque de sang. Un corps gisait au sol, et debout devant lui, une silhouette avec dans ses mains un couteau ensanglanté.
En levant les yeux, j'ai pu voir le visage du meurtrier. Un large sourire, des cheveux châtains et une éclaboussure de sang sur la joue. C'était Bobby. Il m'a regardé en souriant avant de dire « L'homme avait sommeil, je l'ai envoyé dormir ». Il se trouve qu'il était responsable de tous les meurtres qui avaient été commis jusque-là. L'homme qui paraissait suspect était en réalité sur la piste du criminel, et il avait fini par le trouver. Après enquête, on a découvert que Bobby souffrait d'un dédoublement de la personnalité. Sa deuxième version de lui ne savait pas faire la différence entre le bien et le mal. Il tuait ses victimes pour les envoyer dormir, et il les adossait à une surface pour bien les installer pendant leur sommeil. Avec des médicaments, il était possible d'éteindre cette deuxième personnalité. Malheureusement, une fois le traitement entamé, on a découvert que les médicaments affectaient surtout sa personnalité principale, laissant alors champ libre à celle qui était responsable de la mort de 8 personnes. Il est enfermé dans une des prisons du bureau depuis. Je vais le voir de temps en temps, j'essaye de discuter avec lui. Mais à chaque fois que j'y vais, je constate que le Bobby que je connaissais disparaît de plus en plus. Cette affaire a été un véritable fiasco sur toute la ligne. Et encore aujourd'hui, je m'en veux beaucoup. Edward, ce n'était pas ta faute. Arrête de te torturer l'esprit. C'était l'une de tes premières affaires en tant qu'agent. Fais au mieux. Peut-être. Mais ça fait partie des nombreux regrets que j'ai qui concernent le bureau. Tout ce qui concerne les problèmes psychologiques des individus est assez sensible. On est loin d'être des spécialistes. On apprend au fur et à mesure. Eh ben, Marielle, ces dossiers en Italie t'ont rendu un peu plus mature, à ce que je vois. Tu arrives à dire des choses sensées maintenant. Ha ha, très drôle, Ritard. Ça fait du bien de parler de ça avec vous et de se retrouver tous les trois. Arrête, tu vas me faire chialer là. Non, franchement, il a raison. C'est agréable de se livrer comme ça à cœur ouvert. Bon, si vous voulez vous reposer un peu avant l'atterrissage, c'est le moment. Il nous reste à peine quelques heures. Je vais aller faire un roupillon. Histoire d'être en forme pour rattraper l'arlequin. Tu vas pas dormir, Rita? Non, ça m'est impossible quand on est sur une affaire. Je comprends. Ça te dit une partie de cartes? Pourquoi pas, ouais. J'ai toujours un paquet avec moi. Ça m'aide à me détendre. T'es angoissé? Dans ce métier, c'est plutôt normal, non? Et puis, il y a autre chose. Le dis pas à Marielle, surtout. Mais je ne sens pas ce voyage. Tu penses que l'arlequin nous réserve quelque chose? Je sais pas, mais j'ai un mauvais pressentiment avec tout ça. Entre lui, Cooper, l'ancien John Smith, ça sent mauvais, franchement. Je ne vais pas te dire que je suis serein, mais on est tous les trois. On est le trio infernal, tu te rappelles? Ce vieux nom qu'on utilisait à l'époque de nos premières missions, tous les trois. Ah ça nous rajeunit pas. Ah, c'est sûr que ça date. Mais t'as peut-être raison. Tu vois, le trio infernal regroupé, il peut rien nous arriver, pas vrai? Ah ça non. C'est cet immeuble? 3 avenue Back Street. On y est, ouais. Allez, mettons la main sur ce joker de pacotille. Marielle, arrête ça. Tu sous-estimes beaucoup trop l'arlequin. Soyons sur nos gardes. On ne sait pas sur quoi on va tomber. Dernier étage, c'est ça? Oui. J'en compte 8. Le bouffon de la cour qui trône au sommet. C'est comique. Je ne vois pas de caméra à l'extérieur. Tant mieux. Mais vérifions le hall à l'intérieur. S'il sait que nous arrivons, il pourrait essayer de s'échapper. Ascenseur ou escalier? Le mieux, c'est qu'on se divise. Au cas où il sort pile à ce moment-là. Comme ça, on pourra le stopper. Mais comment on peut savoir à quoi il ressemble? On n'a aucune image de son visage. Si on croise un homme qui veut partir, on l'arrête et on lui parle. Sa voix est assez reconnaissable. Pas de caméra dans le hall non plus. Parfait. Prenez l'ascenseur, je prends les escaliers. Ça ira, les 8 étages? Évidemment, j'ai un bon cardio. Allez, on se retrouve là-haut. Pendant ce temps, au bureau de l'étrange. Je me sens un peu mise de côté. J'ai l'impression de ne pas être reconnue à ma juste valeur. Même si j'ai participé à plusieurs dossiers avec Edward, ils sont en train d'arrêter l'arlequin pendant que moi je suis ici au bureau. Je comprends la nécessité d'en savoir plus sur l'homme qui a appelé, mais je ne peux pas m'empêcher d'être déçue de ne pas être avec eux. Enfin bon, j'espère qu'ils arriveront à la voir et qu'on pourra ensuite se pencher sur les agissements du bureau. En rejoignant cette organisation, je ne pensais pas qu'il y aurait des actions malhonnêtes en son sein. Mais j'ai l'impression qu'au final, le bureau est comme tous les organismes. Les dirigeants cherchent avant tout à servir leurs propres intérêts. J'ai essayé de retracer la localisation de l'appel qu'on a reçu, mais ça ne donne rien. Je ferais bien une reconnaissance vocale, mais avec la modification de la voix, ça va me prendre un peu de temps pour réussir à la rendre normale. Pendant ce temps, aux États-Unis. Courir sur 8 étages, c'est pas rien quand même. Bah alors, je croyais que t'avais un bon cardio.
Vous avez croisé quelqu'un dans l'ascenseur? Personne. Et toi? Moi non plus. De ce que je vois, il y a un seul appartement. Ça va être simple. Vous avez vos armes? Toujours. Affirmatif. Il nous le faut vivant. Mais si l'un de vous est en danger, n'hésitez pas à lui tirer dessus. Si vous le pouvez, visez les jambes. Allez, on entre. Harlequin, montre-toi. On sait que t'es là. Je ne vois personne. L'appartement est gigantesque. Il faut qu'on fouille chaque pièce. On retournera tout l'immeuble s'il le faut. Pendant ce temps, au bureau de l'étrange. Je crois que j'ai presque réussi à déchiffrer la voix. Bonjour, Rachman Edward. Encore un peu. Bonjour, Rachman Edward. Presque. Bonjour, Agent Edward. J'ai eu vent que vous me cherchiez. Mais... Non, c'est pas possible. Il faut que j'appelle Edward. Pendant ce temps, aux États-Unis. Il nous reste qu'une pièce à fouiller. J'ai comme l'impression qu'il n'est pas là. S'il n'est pas là, on l'attendra jusqu'à ce qu'il revienne. Il faut qu'on lui mette la main dessus. C'est Clarisse. Elle a peut-être une information. Allô? Là, Il y a des interférences, tu peux répéter? il faut que vous sortiez de là. Attends, je me rapproche de la cage de l'étage. C'était l'Arlequin au téléphone. C'est un piège, il faut que vous sortiez de là tout de suite. Qu'est-ce que... Les gars, il faut que...